Bonjour. L'équité salariale au sens de la loi. En quoi ça consiste exactement? C'est un exercice que toutes les entreprises au Québec qui ont plus de 10 employés doivent faire. C'est un exercice qui consiste à évaluer les postes et à les comparer les uns aux autres, c'est-à-dire au niveau de la prédominance sexuelle du poste. Il faut d'abord identifier les catégories d'emploi. Donc, ça ne veut pas dire qu'un poste égale une catégorie. Je peux avoir un journalier spécialisé, un journalier 1, un journalier 2. Donc, ces 4 postes-là, je vais les regrouper dans un seul vocable qui s'appelle journalier. Ensuite, je vais faire un exercice d'établir la prédominance sexuelle du poste. On sait très bien tous que, par exemple, un mécanicien, habituellement, c'est des hommes. Donc, la prédominance du poste est masculine. Une secrétaire, on connaît la majorité des organisations dont c'est des femmes qui occupent le poste. Donc, il y a un prototype qui dit que ce poste-là, féminin, le poste est à prédominance féminine. Mais ça ne veut pas dire que tous les postes ont des prédominances déjà, je dirais, organisées, prévues. Donc, c'est la détenteur du poste dans l'organisation qui établit souvent la prédominance du poste. Mais il y a 4 facteurs que la loi nous impose de vérifier. D'abord, le pourcentage de l'effectif. Le poste compte combien il y a de personnes dans ce poste-là. 2 hommes, 3 femmes. La deuxième, c'est le pourcentage global de l'effectif de l'organisation. Il y a évidemment un des critères importants pour établir la prédominance, c'est le stéréotype. Le stéréotype, c'est-à-dire, exemple, ce que je disais tout à l'heure, mécanicien homme, secrétaire femme. Ces stéréotypes-là sont déterminés en fonction du nombre de personnes qui habituellement occupent ce poste-là. On peut retrouver ça dans les documents, dans la documentation du gouvernement. Également, donc, après avoir fait établir la catégorie d'emploi, la prédominance sexuelle du poste, il faut maintenant que j'évalue les postes entre eux. C'est-à-dire que j'évalue chacun des postes, d'une part, avec un système de facteurs par point. Si on poserait la question à la plupart des gens, comment on fait pour évaluer un poste, les gens nous diraient, il faut regarder les tâches, on va comparer les tâches qu'ils font. Non, on ne peut pas comparer les tâches, parce que des tâches, ça relève à l'organisation propre du travail, ça relève aussi à des facteurs d'émotivité. Comme détenteur du poste, à mes yeux, à moi, le poste que j'occupe dans l'organisation est plus important que tous les autres. Donc, on ne serait pas capable d'obtenir un système d'évaluation objectif des postes. On utilise habituellement des facteurs, différents facteurs. La loi nous oblige d'évaluer 4 grands facteurs. Les conditions de travail, conditions dans lesquelles je travaille, j'exerce le travail, mon travail. Ça peut être, par exemple, est-ce que je travaille avec des éléments chimiques? Est-ce que l'ergonomie du travail, je suis bien organisé, je suis bien éclairé, ventilé, je travaille à l'extérieur, des choses de ce genre-là. L'autre facteur, c'est les efforts. Quels sont les efforts que j'ai à fournir pour faire mon travail? Ça peut être un effort physique, tout le monde réfère à ça facilement, mais ça peut être également l'effort mental, la fatigue mentale, la concentration. Le troisième, c'est les qualifications. Quelles sont les qualifications exigées par le poste? Pas que la personne considère que c'est important, que le poste exige. On pense souvent à la formation, à l'expérience nécessaire, mais il y a d'autres facteurs également. Et le 4e grand facteur que la loi couvre, c'est la responsabilité. Quelles sont les responsabilités du poste, évidemment, pas de la personne. On évalue toujours le poste et non pas le détenteur du poste. Lorsqu'on a établi nos facteurs, actuellement, il y a un outil qui est disponible sur le web que la Commission a mis en ligne qui a 11 facteurs. C'est suffisant. Nous, on utilise un système de facteurs qui est beaucoup plus varié. Il y en a, par exemple, les syndicats canadiens de la fonction publique ont leur système à eux. Il y a 11 ou 12 facteurs selon les organisations. La CSN, la même chose, en ont. Mais il existe plusieurs méthodes différentes d'évaluation. Mais je dirais que de façon générale, c'est quand même assez standard. C'est difficile d'imaginer que ça n'existe pas. C'est facile à trouver. Donc, quand on a trouvé notre système de facteurs, on a établi la prédominance, on a établi les catégories d'emploi, il nous reste à évaluer les postes avec des pointages.
qui va varier parce que le nombre de niveaux de chacun des facteurs va varier. Et ensuite de ça, quand le poste est évalué, ça nous donne une valeur numérique. Le poste vaut 50 points. L'autre poste à côté vaut 70 points. Jusque-là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, la loi nous impose maintenant d'introduire les éléments pour pouvoir comparer la rémunération globale, la loi nous impose d'introduire des éléments de rémunération dans le calcul. Salaire, évidemment. Les heures de travail par semaine. Est-ce que tout le monde a accès aux mêmes congés? Exemple, les congés fériés. Est-ce que tout le monde a accès aux mêmes semaines de vacances? Est-ce que tout le monde a accès au fonds de pension? Est-ce que tout le monde a accès au plan d'assurance collective? Donc, plusieurs éléments de cette nature-là qui constituent la rémunération globale du poste. Ensuite, on peut comparer tous ces éléments-là, le pointage du poste, la rémunération, et on doit évaluer les écarts salariaux qu'il y a dans ces différentes méthodes. La loi actuellement nous impose d'utiliser 3 méthodes. Encore là, la loi ne va pas jusqu'à nous dire de quelle méthode il s'agit, mais habituellement, il est assez standard dans le marché qu'il y a 3 grandes méthodes reconnues. C'est-à-dire la première qui est la méthode de rémunération globale, c'est-à-dire qu'on va comparer tous les postes masculins par rapport à chacun des postes féminins. La deuxième grande catégorie, c'est la proportion de la comparaison d'un poste féminin par rapport au poste masculin le plus élevé et le plus bas en pointage. Et la dernière méthode, c'est tout simplement la règle de 3, de comparer la rémunération globale du poste féminin X par rapport au poste masculin Y qui, en pointage, est le plus près d'elle. Évidemment que ça donne 3 résultats totalement différents. C'est normal, c'est 3 méthodes totalement différentes. Et la loi maintenant prévoit que l'employeur choisit, à partir de cette étape-là, celle qu'il veut bien prendre. Il ne peut pas faire un mix des méthodes, mais il peut décider de prendre soit la méthode globale, soit la méthode individuelle, qui elle-même se subdivise en 2, c'est-à-dire la rémunération croisée, c'est-à-dire ce que je parlais tout à l'heure, et la règle de 3. Après ça, un coup que j'ai mais j'ai évalué mes postes, j'ai fait mes évaluations des écarts salariaux, il me reste à préparer mon affichage. Parce que je dois afficher les résultats pour permettre au personnel de prendre connaissance de ce que j'ai fait. Est-ce que je me suis conformé à la loi? J'ai 2 affichages à faire qui ont une durée chacun de 2 mois, de 60 jours. Et le personnel doit en prendre connaissance. Donc, je dois l'afficher partout dans l'entreprise où le personnel travaille, ou encore leur faire parvenir par des moyens technologiques comme chacun son courriel, donc les résultats. L'exercice d'équité salariale se termine après avoir fait la démarche d'affichage.